Très très content de vous avoir ce soir, très content, je vous remercie que vous soyez là avec nous, c'est formidable, et pour ce livre magnifique, Le dernier rivière du Cid, qui est à la fois un livre nostalgique, mais aussi pas que, un magnifique livre très très émouvant sur Gérard Philipe et les derniers jours de Gérard Philipe. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Et je vous laisse tous les deux. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai mes habitudes. J'ai quelques années, ça fait la quatrième fois. Ici. La quatrième fois que vous venez, la première fois pour. C'est presque un avirement. Fraternité, c'est le prix directeur. Merci Jérôme d'être là parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes maintenant un ami de la maison, pour ainsi dire. Et évidemment pour ce très beau livre sur les dernières semaines, les derniers jours, le dernier hiver de Gérard Philipe, dont nous commémorons le 60e anniversaire de la disparition. Et c'est un anniversaire à double titre, parce que vous dites qu'il y a 3 jours, c'était le jour de sa mort, enfin si on se transporte il y a 60 ans. Et aujourd'hui, c'est aussi un anniversaire, puisque c'est le 28 qu'il a été enterré à Ramatuelle. Et peut-être pour commencer, si vous le voulez bien, en guise d'introduction, je vais passer un petit document que tous les amoureux de Gérard Philipe doivent connaître, mais c'est toujours bien de se le remettre en tête si cet appareil fonctionne. C'est le soir même du 28, sur la scène du TNP, avant de la représentation meurt dans la cathédrale, je pense. Jean Vilar a prononcé quelques mots en hommage à Gérard Philipe, et j'aimerais bien qu'on puisse les entendre avant de commencer. Mesdames, Messieurs, Gérard Philipe n'est plus dans une terre qu'il aimait, proche de cette Méditerranée qui le vit naître. Voilà qu'il repose depuis la tombée de ce jour. La mort a frappé haut. Elle a fauché celui-là même qui, pour nos filles, pour nos garçons, pour nos enfants, pour nous-mêmes, exprimait la jeunesse. Il reste à jamais gravé dans notre mémoire. Travailleur acharné, travailleur secret, travailleur méthodique, il se méfiait de ces dons qui, pourtant, étaient ceux de la grâce. Il reste un des plus purs visages de notre profession. Il était loyal. Cela aussi, comment l'oublier? Il était fidèle. Fidèle à ses engagements du premier jour. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne, cette fidélité de lui à nous, de nous à lui, seule la mort pouvait la rompre. Elle l'a. Cependant, il nous faut continuer. C'est une loi de notre métier et ce sera le meilleur hommage à sa mémoire. Que la minute de silence à laquelle je vous convie ce soir soit le témoignage
de notre tristesse et de notre paix. Alors, j'ai choisi ce document d'abord pour entendre la voix de Jean Vilar, et aussi parce que je trouve que ce texte est d'une sobriété et d'une beauté extraordinaire, et finalement, il a dit beaucoup de choses dans ces quelques mots. Il a dit beaucoup de choses, mais à commencer par cette phrase que je place d'ailleurs en épigraphe, que la mort a frappé haut. Et elle avait vraiment frappé haut, même si elle avait frappé jeune. Et puis je crois qu'il était le seul habilité, ce jour-là, à prononcer ces mots. Pourquoi ? Parce qu'il était vraiment le témoin de l'histoire extraordinaire qui a été celle de Gérard avec le TNP, dont il faut rappeler, plus jeune, Théâtre National Populaire. Je dis ça parce que depuis quelques semaines, je vois qu'il faut parfois traduire. Alors c'est parfois très émouvant parce qu'il y a ceux qui se souviennent, et puis voilà, on arrive au bout de la dernière génération de témoins du TNP, des derniers pèlerins d'Avignon de cette époque-là. Et donc, il faut rappeler l'entrée très tardive, c'est au début des années 50 de Gérard Philippe. Le TNP, c'est un comédien de cinéma, un comédien ultra célèbre, et dans le monde entier, grâce à Florent la Tulipe, grâce à tous ces films que vous connaissez, même si on ne les passe plus beaucoup à la télé. Et une première fois, Vilar avait proposé à Gérard, à ce comédien connu essentiellement pour le cinéma, parce que le théâtre, il jouait plutôt des comédies de boulevard, il jouait de André Roussin, des pièces agréables, mais pas toujours importantes. La première fois, il avait refusé, Gérard Philippe. Il avait refusé au prétexte qu'il avait été formé pour être Fantasio et parodique, formé pour être comédien de comédie et pas de tragédie. Et puis, sa rencontre, on en reparlera peut-être, cruciale, déterminante, cardinale avec Anne, Philippe, l'a poussé finalement à choisir d'entrer, non pas dans un théâtre cossu de l'époque, comme la Comédie Française, mais d'entrer dans ce théâtre national populaire qui déjà, avant l'arrivée de Gérard Philippe, mais Gérard Philippe l'a incarné, l'a rendu beaucoup plus célèbre, qui déjà avait une seule motivation, c'était de servir le public, et en priorité le public qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas eu la chance, qui n'a pas eu les privilèges de devenir un spectateur de théâtre, qui d'ailleurs souvent ignorait même jusqu'où allait le théâtre. Depuis quelques semaines, moi je fais des rencontres, parfois hasardeuses, parfois volontaires, comme il y a quelques semaines en Normandie, et je vois des femmes qui avaient 13-14 ans au lycée, donc dans ces années 50, et que le CAR venait chercher. C'était une politique générale pour la France, pas simplement pour l'Île-de-France, pour les emmener au TNP, à Chaillot ou à Suresnes, puisqu'il faut rappeler que très longtemps, c'est à Suresnes que se donnait le TNP, selon une configuration d'ailleurs qui peut faire sourire, mais que je trouvais très belle parce qu'elle était sincère, de ces thés dansants qui prolongeaient la représentation de Lorenzaccio, du Cine ou de Hambourg, c'est-à-dire que tout d'un coup les comédiens dansaient avec les spectateurs. Bref, la seconde fois, Vilar lui a dit maintenant, parce que la première fois il était parti en disant petit con, Gérard, et la seconde fois, il a dit oui. Et là, Vilar lui a dit, attention, dire oui au TNP, ça veut dire pouvoir, ce qu'a fait Gérard, ce qui paraît aujourd'hui démentiel, jouer dans un même week-end, Rodrigue et Lorenzo, Hambourg ou Ruy Blas. C'est-à-dire, je ne vous dis pas le nombre de stances, de textes à apprendre, dans un même week-end. À quoi s'ajoutait un travail sur lequel on reviendra, qui est un travail syndical. Et en plus, c'était entré dans la loi du TNP, c'est-à-dire que Gérard Philippe,
tout aussi glorieux qu'il pouvait l'être, comme jeune premier romantique dans les années 50, acceptait d'avoir le même cachet, il le réclamait que les autres comédiens de la troupe. Ce qui, évidemment, en 2019, fait rire, quand on voit ce que sont devenues les affiches et les cachets des comédiens. Et deuxièmement, de voir son nom glisser dans la liste de la troupe du TNP sur les affiches, dans son nom placé par ordre alphabétique et dans le même corps de caractère que les autres comédiens. C'est-à-dire un double choix financier et public qui évidemment faisait le bonheur du comédien Gérard Philipe, mais qui avec la distance paraît invraisemblable. Et donc, en faisant ce choix du TNP, en faisant ces choix-là, il a aussi fait le choix d'entrer dans une troupe qui a fait un nombre de tournées à travers le monde absolument hallucinant, avec des moments qui sont, avec leur recul, évidemment d'autant plus bouleversants qu'on le voit jouer dans des lieux remplis, parfois même des stades remplis de milliers d'étrangers qui viennent écouter les tragédies françaises en français lors de déplacements qui sont presque homériques. Et puis évidemment aller à partir de 51 dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon. Avignon qui, petite parenthèse, contrairement à Argenteuil et la librairie du Presbytère, a que bon, en cette année anniversaire, les 60 ans, de ne pas commémorer la disparition de Gérard Philipe, pas plus que la maison Jean Villard d'Avignon, à laquelle pourtant ma femme Anne-Marie, la famille avait donné tout ce qui a trait au théâtre, c'est-à-dire les costumes, les textes à noter, etc. Petite fin de parenthèse. Mais je me dois de le signaler quand même. Et donc Villard, et j'en reviens à ce texte bouleversant, avec 60 ans de recul, moi chaque fois que je l'écoute, je suis pareillement ému. Villard, quand il prononce ce texte, il n'a pas simplement perdu un comédien qui avait rendu populaire le théâtre populaire. C'est très important. Il avait perdu un fils de substitution. Les relations qu'on a par des correspondances, des échanges de notes entre le régisseur, parce que ça aussi c'est une autre époque, le metteur en scène magnifique était Villard, refusait de se faire appeler metteur en scène. C'est-à-dire que sur les affiches de théâtre, vous avez remarqué, les noms des metteurs en scène sont plus importants que ceux des comédiens. Il y a la nouvelle loi à Avignon Cézanne. On dit un spectacle 2 et c'est le metteur en scène, même si le texte est de Molière ou de Racine. Et il se faisait appeler régisseur. Il refusait de se faire appeler metteur en scène, régisseur. Et quand on voit le travail que les deux faisaient ensemble sur le texte, sur les pièces, sur les rôles, mais c'est absolument magnifique. Et donc, le soir du 28 novembre 59, quand il prononce ce texte, alors qu'il n'était pas de Payet, puisqu'il jouait à Ramatuelle dans le cimetière, passe dans ces lignes tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'engagement réel, qui était un engagement artistique, un engagement politique, un engagement syndical de Gérard Philipe, et puis passe aussi, je pense, à quelques mots que moi je trouve magnifiques, comme le mot de loyauté, ce qui était profondément l'esprit de Gérard Philipe, c'est-à-dire la loyauté, la fidélité, l'altruisme, la générosité, enfin que des valeurs que j'ai du mal aujourd'hui à accoler à des comédiens et des comédiennes, et qui effectivement l'ont poussé, pour en dire deux mots, à fonder, présider le premier syndicat français des acteurs, le SFA, pour lequel il s'est engagé, et notamment une de ses premières victoires a été effectivement de créer avec ce syndicat le statut d'intermittent du spectacle, toujours en vigueur. Et il y a un texte que je relis très souvent, qu'il avait publié
dans Art 2 ans auparavant, en 1957, comme président du SFA, dont le titre était « Les acteurs ne sont pas des chiens ». Et il réclamait pour tous les comédiens un statut qui soit identique. Il n'y a pas d'un côté les vedettes et de l'autre les halbardiers. Et deuxièmement, c'est très important qu'un comédien, au moment où il ne joue pas sur scène ou à l'écran, qu'il puisse vivre, qu'il ne crève pas entre deux rôles, quelle que soit encore une fois la nature de ce rôle. Et pour la petite histoire, au 17 rue de Tournon, dans cet appartement d'Anne et de Gérard, il y avait une petite chambre qui était dévolue à l'activité de ce syndicat, parce qu'il n'y avait pas encore d'espace pour ça. Et donc, quand il rentrait d'avoir joué dans un même week-end, Rodrigue et Lorenzo, il s'enfermait avec ses copains syndiqués dans cette chambre pour lancer des mots d'ordre, parfois même une fois une grève, qui a pris presque l'ensemble du théâtre, et privé et subventionné en France. C'est vous dire que ce choix, encore une fois, du théâtre national populaire n'était pas une figure de style, c'était un engagement profond, radical, et dont on voit encore aujourd'hui la rançon des effets. Merci. Beaucoup de choses. On reviendra sur le syndicat tout à l'heure, si vous voulez, parce que j'ai un petit texte à montrer. Et comme vous avez parlé tout de suite du TNP, je vous passe directement au deuxième document que j'avais prévu pour un peu plus tard, mais écoutons-le tout de suite parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit. En fait, c'est l'extrait d'une émission radio télévisée qui s'appelait La joie de vivre, qui passait dans les années 50 en alternance avec 36 chandelles, vous savez. Et comme vous allez le voir, le speaker, c'est-à-dire Henri Spade, demande à Gérard Philippe de définir le TNP, qu'est-ce que c'est que le TNP, et ensuite, j'ai fait un petit montage pour raccourcir un peu, on entendra, parce qu'ils interrogent, ils ont sélectionné 5-6 abonnés, des spectateurs, des abonnés du TNP, et ils leur demandent qu'est-ce que c'est pour vous le TNP, qu'est-ce que ça vous a apporté. Donc j'ai gardé un de ces témoignages à la fin. Alors j'espère que vous entendiez correctement tout à l'heure. Oui, c'est un micro. Mais très actuellement, quand vous allez nous quitter tout à l'heure, où allez-vous aller? Au TNP. Ah, mais qu'est-ce que le théâtre? Qu'est-ce que le théâtre national populaire? Eh bien, le mieux c'est de lui demander. À qui? Mais au TNP, pardi. Vous l'avez sur vous, le TNP? Voulez-vous que je l'appelle? Oui! Le TNP, C'est le marbre de Chaillot. Le TNP s'est joué dans un 4e sous-sol. C'est Yves Montand. Le TNP, c'est Maurice Chevalier. le TNP, c'est l'Écosse. C'est l'Allemagne. La Belgique. L'Italie. Le TNP, c'est des valises. Le TNP s'est joué à Aulnay-sous-Bois au cinéma Le Royal par 15 degrés sous zéro. Le TNP, c'est un cirque à la porte de Maillot. C'est Maléta. C'est le tour qui convoque à Saint-Malo. Le TNP, c'est le public. C'est la cité Jordan de Suez. C'est le public. C'est la musique de Maurice Jarre. C'est les costumes de Léon Gisquia. C'est les dispositifs scéniques de Camille de Manchamp. C'est les lumières de Pierre Savron. Le TNP, c'est le public. C'est Corneille. C'est le public. C'est Molière. Le public. C'est Shakespeare. Le public, c'est Victor Hugo. Le TNP, c'est le public. Monsieur, comment vous appelez-vous? Thierry Dastin, Quelle est votre profession? dessinateur en ciment armé, Quel est votre âge? 19 ans. Qu'est-ce que le TNP pour vous? Eh bien, d'abord pour moi le TNP c'est le vrai théâtre parce qu'on est en contact direct avec les acteurs et avec la pièce en elle-même. Oui. Et pour tous les apprentis du bâtiment que je représente ici, le TNP c'est en quelque sorte la découverte du théâtre. Beaucoup de mes camarades en effet n'étaient jamais allés au théâtre avant de venir à Chaillot.
Quelles sont les pièces que vous avez préférées au TNP? Les pièces préférées ont été dans l'ensemble Lorenzaccio et surtout Don Juan. Ah, encore un original. Oui. Eh bien, ainsi, Gérard Philippe, vous avez la preuve que le TNP, c'est le public. C'était simplement pour ça, pour entendre toutes ces voix, vous avez reconnu Monique Chaumette, Philippe Noiret, Darras, évidemment Jean Villard, c'est lui qui dit toujours le TNT, c'est le public. Et bon, l'émission est amusante, elle date de 54, mais je trouve qu'elle est finalement assez touchante parce qu'on retrouve cet esprit justement populaire et national. Et Noiret me racontait chaque fois que je le voyais, quand il était au TNP, que lui et ses autres, tous les camarades, Jeanne Moreau m'avait dit aussi, que tous les camarades qui jouaient avec lui, avec Gérard Philippe, donc, nous, c'est ex-multis, hein, c'est-à-dire il était mêlé à la foule, que quand il rentrait en coulisses, en fait, il restait derrière pour le voir et l'entendre jouer. Et tellement ils étaient fascinés par sa manière très particulière, je veux dire, avec sa voix si particulière, de jouer. Et qu'en fait, il n'arrivait pas à rentrer dans les loges, il fallait qu'il l'écoute, qu'il le regarde bondir sur scène, parce que même pour des rôles tragiques, il bondissait sur scène. Et surtout, notamment dans le Cid, rendre si humain et si juvénile ces textes sensibles. Alors, on n'a pas encore parlé du livre qui a sa partie. L'important, c'est qu'on parle de Gérard Philippe. Hein. Le livre, en fait, nous parle des derniers jours, des dernières semaines de Gérard Philippe, puisque à l'été 59, revenant du tournage de La fièvre monte à El Pao, du Mexique, il a des douleurs au ventre. Finalement, au mois d'octobre, il passe différemment. Il se fait opérer, pensant que c'est une opération bénigne. Et à ce moment-là. C'est pas en octobre, c'est en octobre. C'est tard, ça. Parce qu'en fait, ces 3 mois, c'est fulgurant, parce que le jeune homme de 36 ans de Ramatuelle pendant l'été 59 a des douleurs, vous l'avez dit Nicolas, mais c'est un jeune homme qui revient en forme, malgré tout, du Mexique. Effectivement, il a tourné le Buñuel, avec une étape à Cuba, où il est allé voir son ami Castro, et il revient donc à Ramatuelle avec ses douleurs, mais comment dire, rien ne laisse présager le pire. Et tout étant mis sur le compte d'un d'hypothétiques abcès amibiens attrapés en Amérique latine, même le médecin, son chirurgien ne s'inquiète pas, et ce n'est que parce que lui, Gérard, souffre et sent que c'est bizarre, que est décidé pour novembre, donc tout va à une vitesse foudroyante, est décidé en novembre, non pas une opération, mais aussi une intervention qui permettrait de retirer cet abcès amibien. Et là, on est le 9 novembre. Et c'est au cours de cette intervention, qui aurait dû être une opération, que le médecin, qui est en l'occurrence mon grand-oncle, Godard Lavelle, découvre l'ampleur, si j'ose dire, du désastre, c'est-à-dire un cancer primaire du foie, d'une particulièrement avancée, inopérable. Et que, en sortant de la... Et donc, il referme. Il n'y a pas eu d'opération. Et que, en sortant, il convoque Anne, ma belle-mère, Anne Philippe, pour lui dire la vérité. Et c'est là qu'ils prennent cette fameuse décision Anne, de ne pas dire la vérité à Gérard, c'est-à-dire de lui cacher qu'il est condamné, avec une estimation de temps, d'après mon
marathon qui va de quelques semaines à quelques mois, éventuellement, et qui va sortir de clinique, la clinique Violet, qui a disparu dans le 15e. Il était entré sous un prénom d'emprunt et un titre d'emprunt où il se faisait appeler régisseur, comme Jean Villard. Il est sorti le 17 novembre et il est mort le 25 novembre. Donc quand je dis fulgurant, c'est vraiment au sens propre, c'est-à-dire que la rapidité de la découverte de cette tumeur et de son importance et le peu de temps qu'il est resté entre la sortie de la clinique Violet et la mort au 17 rue Tournon, tout ça dépasse un peu l'entendement, y compris celui du médecin qui, au retour de la clinique, le trouvait étonnamment prompt à reprendre sa santé, son travail, ses projets. Parce qu'il faut dire aussi que surtout pendant ces 5-6 jours-là, Gérard Tournon a vraiment travaillé à ce qu'il pensait être d'abord sa convalescence, donc il avait projeté de partir à la montagne, mais aussi travailler à ce qu'il pensait être ses rôles, ses mises en scène à venir. Et donc, avec notamment une lecture soulignée, annotée des tragédies grecques, qui était sa grande passion, notamment Euripide, parfois en marge, mettant pour moi dans 20 ans, et avec des projets très précis. Il était en septembre 59, en septembre, donc 2 mois avant, parti pour l'Angleterre. Il voulait voir Laurence Olivier dans Hamlet et il était fasciné parce qu'il voulait jouer Hamlet. Il voulait être ou ne pas être. C'était son projet. Et puis il y avait aussi d'autres projets qu'il avait. Il avait relu les pièces de Corneille. Il voulait être absolument Dorante dans le menteur de Corneille. Il avait Jean Vilar était venu le voir pour lui dire maintenant, il faut que tu apportes des rôles que tu as toujours refusés en disant que tu étais trop jeune, notamment Don Juan. Et Gérard lui a dit peut-être. Et enfin, il y avait ce qui était signé par contrat. Il y avait pour la fin de l'année, le début de l'année, il y avait le contrat du film de Claude Anton Arabe, qui est le comte de Monte Cristo, où Gérard devait jouer Edmond Dantès. Donc, si on peut se poser la question, je me la pose, on m'arrive encore plus, de savoir si, alors que sa femme, pour l'épargner, lui mentait, si son père, malgré tout, n'avait pas le pressentiment que ses jours étaient vraiment comptés, qu'il a voulu à nouveau, à son tour plutôt, épargner Anne, et que les deux se sont mentis, ce qui est une hypothèse, à mon avis, en tout cas une hypothèse amoureuse et fusionnelle parfaitement crédible, mais qu'évidemment, moi je suggère à peine dans le livre, mais je ne veux pas le dire parce que personne ne le saura jamais. Malgré tout, donc malgré ça, même s'il avait ce pressentiment, et moi je penche plutôt du côté d'Anne-Marie pour ça, il n'empêche qu'il a, et les textes que je connais à la maison annotés par lui le prouvent, il a vraiment eu, pendant ces quelques jours, un désir d'avenir qui lui permet de... Quand Anne décide de le revêtir de son costume lucide, elle a fait le choix aussi, que tout le monde n'a pas forcément compris, de l'habiller dans un costume de comédien qui avait évidemment incarné le rôle mieux que quiconque, et des centaines de fois, mais un comédien qui voulait encore jouer, qui voulait aussi mettre en scène, qui voulait aussi... les projets, on en a la preuve, en tout cas, débordaient de ce... Et comment d'ailleurs,
n'aurait-il pas eu autant de projets quand on est un jeune homme de 36 ans? Il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire il n'avait pas simplement le talent qu'il avait, il était jeune et donc il était plein de désir de jouer, de désir de créer, de désir de mettre en scène, ce qu'il n'avait pas beaucoup fait, il a fait un peu, mais pas beaucoup, avec essentiellement des projets dramatiques, enfin théâtraux, plus que cinématographiques. Il faut dire que votre livre donc, suit à partir de novembre une rigoureuse c'est un calendrier quotidien. C'est un chapitre par jour Non, et un lieu par jour. En 2 mots, Nicolas, le point de départ, c'était... Il y a eu beaucoup de livres sur Gérard Philippe, il y a des biographies, et non, mais je ne parle pas de... Ça, c'est autre chose, c'est beaucoup plus important, mais il y a beaucoup de livres, de très bons d'ailleurs. Mais j'ai trouvé, et ça, c'est peut-être ce qui rapproche mon livre des précédents que j'ai écrits, qui sont toujours consacrés essentiellement à des destins brefs. J'ai toujours pensé que la biographie ne correspondait pas à la vie d'un jeune homme. Je trouve que il faut faire autre chose. Alors, soit ça passe dans mon cas, par l'exercice d'admiration, ce qui était le cas de Jacques Lucéran, cet aveugle que j'appelle voyant, Jean Prévost, ce jeune résistant mort au pied du Vercors à 40 ans. Je pense, soit c'est des exercices, soit c'est des romans, ce que j'ai fait pour Jean de la Ville de Miremont, poète de la région chimérique, mort à 28 ans dans une tranchée du chemin des dames, tué par un obus. Et je me suis dit, pour comprendre la beauté et le scandale de la mort de Gérard Philippe, si jeune, il faut prendre les derniers instants. Parce que c'est là qu'on voit se consumer, qu'on voit ce qu'est l'éternel scandale d'une jeunesse fauchée. Et donc j'ai choisi effectivement, depuis l'été 59, à La Roulière, à Ramatuelle, jusqu'à l'enterrement, de tenir un calendrier le plus précis possible. Alors là, on entre dans un débat qui répond à la question que vous allez sans doute me poser. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Si on est très, très, très littéral, on est obligé d'appeler ce livre un roman, puisque je n'étais pas dans la chambre numéro 7 de la clinique Violet, laquelle clinique a été détruite, elle n'existe plus, et j'étais encore moins dans la tête de Gérard au moment où il se réveille de cette intervention qui n'a pas été une opération. Donc si on est littéral, oui, il y a de la fiction, mais avec cette marge littéraire-là, j'ai voulu, pour des raisons personnelles, et évidemment essentiellement morales, m'approcher le plus possible de la vérité. Alors, m'approcher de la vérité, c'était pas simplement donner le numéro de téléphone que j'ai appelé pendant des années du 17 rue Tournon, qui est exactement le numéro de téléphone. En 75-54, c'est pas davantage la plaque minéralogique du corbillard qui emmène le corps de Gérard Ramatuelle, qui est vraiment la plaque exacte avec les chiffres et les lettres. C'est d'être près, évidemment, de ce qu'il a vécu, de ce qu'a vécu Anne, avant d'écrire Le temps d'un soupir. Et c'est d'être, et ça pour ça j'ai été verni, d'être dans les lieux qui sont ces lieux de ces 3 derniers mois, La Roulière, cette ferme qu'il avait totalement rénovée, rebâtie à sa manière de Ramatuelle, où j'ai passé des étés, où nos enfants, Anne-Marie et moi, ont grandi, où j'ai vu Anne tenir mon fils aîné par la main pour l'emmener au fond du vallon, et ce lieu-là, où Anne-Marie et moi, on dormait dans ce lit d'Anne et de Gérard en haut de la maison. C'est évidemment le 17 rue Tournon, où je suis entré quand j'avais 18 ans, sans connaître évidemment encore celle qui allait devenir ma femme, à l'invitation d'Anne,
qui avait eu la générosité de recevoir un jeune garçon qu'elle ne connaissait pas, et où rien dans cet appartement n'avait changé. La moquette bleue était la moquette d'origine, de 59, pour te dire. Le lit au haut des petites marches était ce lit chansonnier où Gérard est mort. Et puis entre les deux, il y a Cergy, qui la maison avait été vendue juste après la mort de Gérard, mais j'y ai vu dans ce parc de Cergy, dans cette maison de Cergy, j'ai entendu plusieurs fois Anne-Marie lire Le temps d'un soupir de sa mère. Donc ces lieux-là, évidemment, je les connais. Et puis les proches. Il y avait très peu de personnes entre l'été 59 et le 25 novembre autour d'Anne. Il y avait le couple René Clair et Bronia. Et René Clair et Bronia, j'avais connu René jusqu'à sa mort, et Bronia, qui est morte très âgée, qui était la dernière maîtresse de Radiguet, qui m'a raconté combien de fois ce qu'avaient été les derniers jours de Gérard. Pierre Velay, son ami, qui était l'accoucheur, celui qui avait mis au monde Anne-Marie Olivier, les enfants d'Anne et Gérard, qui ensuite a mis au monde nos enfants, nos 3 enfants. C'est un petit cercle, mais qui m'ont beaucoup raconté de choses. Et puis Anne, c'est Anne à qui je dois l'essentiel, évidemment, qui était une femme très pudique, très courageuse, parfois douloureuse, mais qui évidemment m'a confié beaucoup de choses, sans compter mon grand-oncle qui avait pratiqué l'intervention. Donc ça fait autant d'éléments qui me permettent, dans ce livre, de m'approcher le plus pudiquement possible, mais aussi le plus précisément possible de ce qu'ont été ces 3 mois hallucinants. J'oubliais évidemment à Ramatuelle tous ceux dont il était proche, c'est-à-dire essentiellement proche, c'est-à-dire le maçon, la famille du Café de Lormeau, les gens avec qui il aimait être, parce qu'il ne supportait pas une autre vie que celle-là. En fait, ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il raconte les derniers jours de Gérard Philippe, mais ça n'est jamais morbide, c'est même très vivant, très joyeux, et en fin de compte, on reparcourt un peu le pire, je n'ai surtout pas faire un livre final. Et puis encore une fois, j'avais une tête envers costume envers Anne, que j'ai beaucoup aimé, et puis envers Anne-Marie, qui a été la première lectrice de ce livre, que je n'aurais pas publié si elle ne l'avait pas souhaité. Est-ce qu'on peut dire 2 mots à ce moment-là des rapports qu'entretient ce livre-ci avec le livre d'Anne Philippe, Le temps d'un soupir, que vous pourrez lire ici, et qui est un texte absolument magnifique de sobriété et d'émotion, qui est apparu en 63, la première fois. Et aussi d'autres textes, les vôtres, vous avez évoqué tout à l'heure, enfin diverses figures sur lesquelles vous avez fait, mais aussi, puisque finalement c'est quand même un roman de mémoire et d'amour, mais c'est aussi un roman dans lequel percent de grandes amitiés. Et j'ai amené ce livre-ci parce que d'abord je voulais en lire un passage très beau. C'est la correspondance des Philippe, enfin d'Anne Philippe et Gérard Philippe, avec Georges Perros, l'auteur des papiers. C'est même, si vous permettez, mieux que ça, parce que ça, on a voulu le publier il y a quelques années. C'est la seule correspondance triangulaire qui existe, c'est-à-dire d'abord Gérard et Georges Perros, écrivain des papiers collés, très réfractaire à beaucoup de choses. Et donc, on a vu qu'il était d'abord comédien à la Comédie Française, Georges Pouleux, son vrai nom. Et Georges avait perdu, comme moi, un frère jumeau. Et il a fait de Gérard son double de substitution. Donc cette correspondance, c'est les liens. Et on voit que Gérard s'est écrit entre parenthèses.
les liens épistolaires entre Gérard et Georges, et puis à la mort de Gérard, Georges Perros qui a fait peut-être le plus beau texte après la mort de Gérard, qu'on retrouve dans les papiers collés, et à la mort de Gérard, la correspondance repart, mais là, entre Anne et Georges, correspondance qui s'arrête en 78 quand meurt Georges Perros. Et c'est une sorte de circulation affective. Et la relation entre Gérard et Perros est une des plus belles choses que je connaisse. Parce que Perros, comme Anne-Philippe, avait aussi un rôle de conscience morale. Et je pense que Gérard allait chercher chez son ami Perros, et bien sûr auprès d'Anne, des conseils pour ne pas tomber dans ce à quoi son statut l'aurait forcément amené, c'est-à-dire la facilité. Et quand on est une très très grande star, c'est la pente naturelle. Et grâce à ces deux-là, il a choisi au contraire de faire de l'alpinisme. Quelques lignes. La première, c'est le texte d'hommage dont vous parliez, Jean-Claude, qui parle du corps, parce que je voulais vous demander au début, puis ça a dérivé, qui a-t-on enterré ce jour-là? Est-ce que c'était pas le fils idéal de jeunesse, de pureté de la France? Et lui, il parle de ça dans sa il rassemblait en lui toutes les attentes plus ou moins associées, ouvertes, les attentes physiques d'une génération. Il était le corps d'un destin collectif, d'un besoin collectif qui se définit mal, justement parce qu'il a besoin d'un individu pour le dire. D'où le charme inouï qui émanait de sa personne, sa grâce modiglienne, qui, faite de nonchalance et de sérieux, de tristesse et de liberté, de force brute et de langueur, de cynisme et d'amour, charme et grâce d'un fauve, à la fois aigu et sourire. C'est curieux ça. À la dent aiguë et sourire, les tigres souris déconcertent. Et si vous permettez, je suis dessus. La fin de son article est très bouleversante aussi, parce que c'est écrit juste après son enterrement, il dit voilà que tu as pris de l'avance comme d'habitude, que tu as foncé dans les sables terribles qui nous attendent tous. Tu nous y attends. Ce sera moins dur de mourir maintenant pour ceux qui t'ont aimé, moins bête. Il y aura un rendez-vous à ne pas manquer, que nous ne manquerons pas. Gérard, tu n'es pas mort, tu fais semblant. Nous faisons semblant de vivre dans la gloire et l'horreur de ce jour, de cette nuit qui t'exaltait, c'est égal. Oui, ce qu'il dit au début est très très important, parce que je pense que, sauf si on a été contemporain de ces années 50, on ne peut pas mesurer, les jeunes d'aujourd'hui, qui ne savent pas d'ailleurs forcément, et souvent pas du tout qui est Gérard Philippe, qui s'associent uniquement à des maisons de la culture, à des rues, à des boulevards ou à des théâtres ou à des MJC. Effectivement, vous avez fait même un lapsus intéressant, il a été le corps, la beauté de l'après-guerre. Et alors pour en dire vite, un mot, sinon, le père de Gérard s'est compromis pendant l'occupation, parce qu'il tenait un hôtel palace à Grasse, musée des affaires, et où avait défilé d'abord l'état-major mussolinien et après l'état-major nazi, et donc à la fin de la guerre, il a été, Marcel Philippe, condamné à mort par contumace. Et il est parti à toute vitesse avant que la sentence soit exécutée, il est parti pour l'Espagne du délicieux Franco, pour s'installer à Barcelone. Pendant ce temps-là, un jeune homme
un tout jeune homme de 22 ans, que fait Gérard, son fils, jeune FFI, participait à la libération de Paris, était l'un des adjoints de Roger Stéphane à l'hôtel de ville. Et on a là, en quelques scènes, une sorte de précipité de l'histoire de France. Il faut ajouter, quand même, avant je prolonge là-dessus, c'est que ça n'a jamais empêché Gérard, qui allait le voir à Barcelone, entre 1945 et sa mort, d'aller voir son père, de lui être fidèle, et même de le coucher sur son testament, parce que j'ai retrouvé ce texte où il a laissé de quoi vivre à son père. En même temps, je pense que tout le parcours après l'épisode de ville de 40, de la libération, que tout le parcours idéologique de Gérard peut en partie s'expliquer par les errements du père. Mais il faut comprendre que, et ça, ce que je vous raconte là, à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Il n'y avait pas. Là aussi, il ne faut pas oublier que les années 50, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de. Et donc, ça, aujourd'hui, ça ferait la une des journaux. À l'époque, c'était. Surtout que l'attitude, le choix de Gérard avait été tellement exemplaire qu'un jeune comédien qui venait d'être l'ange de Sodome et Gomorrhe, dans la plaie de Géraudou, monte sur les toits de Paris, un fusil à la main, évidemment, c'était. Et donc, j'en viens à cette idée du début du texte de Perros, c'est que ces années 50 ont trouvé dans le visage très beau, très pur du tout jeune acteur Gérard Philippe, une sorte d'icône qui a, je ne dis pas forcément que ça lavait le pays de ce qu'il avait pu faire, pu ne pas faire, mais en tout cas c'était l'idéal d'une jeunesse française d'après-guerre que la France avait envie de voir. Et je pense que jusqu'à son entrée au TNP et après, c'est resté dans la mentalité. Et d'ailleurs, quand il est mort, et j'ai vu toutes les images d'archives des télévisions du monde entier, et les journaux, une partie des journaux du monde entier quand il est mort, on voit bien que, évidemment, on dit adieu à un jeune comédien qui avait beaucoup joué pour un garçon de 36 ans. Mais au-delà de ça, c'était une manière de dire adieu à une jeunesse française rêvée. Je ne dis pas qu'elle était inventée, mais elle était rêvée. Et je pense qu'on ne comprend pas l'incroyable succès, pour ne pas dire gloire, de Gérard Philippe dans ces années-là, si on ne prend pas ça en compte, c'est-à-dire qu'il est devenu, pas simplement, comme le disait méchamment Truffaut, le fantasme des jeunes filles, beaucoup plus que ça, il était une image angélique d'une France qui avait besoin aussi de sortir la tête haute, la tête haute de ces années-là. Il se trouve qu'il y a 2 jours, j'avais vu François la Tulipe. Et alors, le vrai ou le remake le vrai, bien sûr. Et alors, il y a une scène dedans qui m'a énormément frappé après vous avoir lu, je ne l'avais pas relevé au départ. C'est vers la fin du film, quand ils sont les 3 soldats, là, ils investissent le château où sont les Prussiens et qu'ils mettent en déroute, ils chargent des fusils. Et alors, comme situation, ça évoque justement un peu c'est un peu l'hôtel de ville, quoi. J'ai pensé à ça, parce que, en plus, avec moins de mots, charge les fusils, il tire, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Il jette un fusil au père de sa promise, Adeline, qui est jouée par Gina. L'autre se saisit du fusil, tire, des Prussiens s'enfuient, et là, il lui dit « Bravo, papa !» Et alors, je me suis dit, c'est incroyable cette réplique, parce qu'il aurait voulu la rajouter
le film lui-même, c'est un peu la phrase qui m'aurait rêvé de dire, peut-être. Mais, enfin, pas sur ce détail, mais enfin, c'est quand même, quand on plonge dans sa vie, on revoit les choses autrement, on revoit les films autrement, on réentend les pièces autrement. Oui, enfin, ceux qu'on peut voir. Oui, des films, on a d'ailleurs à ce moment. C'est le paradoxe de la postérité de Gérard Philippe, c'est que, mis à part les CD qui marchent très fort de Pierre Elliott ou du Petit Prince, qui ont passé des générations, avec lesquels on a tous été soignés les jours de mai, hein, à part ça, vous avez ces enregistrements audio qui ne sont pas en réalité, pas tout ça. Sont en réalité, mais surtout qui n'existent que parce que les captations étaient interdites par Villard. C'est-à-dire que Villard avait fait un choix qui est parfaitement respectable et moral, c'était d'empêcher qu'on filme Hambourg ou le CID ou la loi du TNP étant on fait du théâtre vivant pour des gens vivants. Mais il faut savoir que dans ces années 50, les captations étaient monnaie courante. Et d'ailleurs, c'est à l'époque, vous allez rire, où la télé passait le soir des pièces de théâtre. Et donc, pas de captation pour des raisons morales. Évidemment, ce qu'on ne peut que respecter, c'est un bon choix, mais que les enfants de 2019 peuvent regretter parce que prenez même les photos. Agnès Varda a fait une série magnifique de photos. Il me racontait comment elle avait pris ces photos de Hambourg en costume blanc à Avignon. C'était à midi en plein soleil sur la scène de la cour d'honneur. Donc pas de captation, de théâtre inaccessible. Quant à ces enregistrements, évidemment je les connais par cœur. Il faut aussi non seulement n'ont pas été réédités, mais je peux vous dire que ce qui fait le charme acidulé, c'est la voix de Gérard Philippe. Avec ça, ça devient parfois exaspérant, tellement c'est aigu, c'est forcé. Donc pas de trace du théâtre tel qu'il l'a joué et incarné. Le cinéma, moi j'ai fait le test je ne sais combien de fois, y compris pour nos enfants, c'est-à-dire que la moitié des films appartiennent à des productions étrangères sont indisponibles. Est-ce que vous imaginez qu'il y a tout le temps des coffrets, Jean Gabin, James Dean, tout ça? Il n'y a jamais eu un seul coffret Gérard Philippe. Et pour cause, les films sont disséminés, jamais restaurés, et donc, alors de temps en temps, on peut voir, encore en pratique, on ne le voit plus parce que depuis, on ne trouve que le remake avec Vincent Pérez, par exemple, sur des sites en ligne. Et là, récemment, j'étais invité dans une émission par Dominique Besnéard qui avait lu mon livre, qui me disait qu'il avait fait un ciné-club, je trouve ça à la télé, avec les Orgueilleux. Il me dit, je ne reviens pas du succès que ça a eu. Mais les Orgueilleux, film sublime avec Montfort et Gérard, ce film-là n'était pas repassé depuis des très loin, et à mon avis, il ne repassera pas avant longtemps. On peut donc accéder à la mémoire cinématographique de Gérard Philippe, c'est quasiment devenu un parcours de combattant. Au théâtre, c'est impossible. Ça fait lourd quand même pour un acteur. Donc après, évidemment, quand je demande à un jeune garçon, une jeune fille de 20 ans, si c'est qui c'est, il me répond à juste titre non. Comment voulez-vous qu'il le sache? Alors, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que il faut, en dehors des quelques enregistrements effectivement de Pierre Elliott ou de Prince ou de Karl Marx, je l'ai très bien lu d'ailleurs. Je pense que, pour moi en tout cas, le plus important à l'occasion de ces 60 ans,
c'est, faute d'avoir accès à certaines de ces œuvres de comédiens, c'est de marteler, de rappeler, d'enfoncer le clou sur les valeurs morales de ce comédien. Je pense qu'on peut appeler, parce que c'est vrai que c'est un compagnon de route, c'est vrai qu'il était très engagé à gauche, mais qu'on pourrait aussi appeler chrétienne, parce que je trouve que l'altruisme de Gérard est quelque chose qui, cette bienveillance qu'il avait, et qui touchait tant Jean Vilar, je pense que ça fait partie des valeurs que le temps a totalement effacées, et que j'ai envie, effectivement, avec ce livre et avec certaines de mes interventions, de remettre au bout du jour, parce que je pense que, même un truc tout bête, vous voyez, quand on a le statut qui était le sien, ce qui m'a toujours frappé, c'est la qualité de la protection de sa vie privée. Il y avait déjà, il y en avait des journaux à people, comme on dit, ils tiraient plus qu'aujourd'hui. Eh bien, personne n'osait enfreindre la limite qui sépare, parce que c'est là-dessus qu'il était intraitable, la vie privée de la vie publique. Je ne sais pas si ça fait partie des valeurs, mais en tout cas, ça fait partie de l'image. Ça ajoutait à son rôle syndical et à son rôle personnel. Il défilait dans la rue pour l'appel de Stockholm et les combats contre la bombe atomique qui étaient ceux d'un homme ordinaire. Et tout ça mis bout à bout, évidemment, je ne veux pas faire de trop de comparaisons avec aujourd'hui, mais je pense que il est tellement clair que toutes ces valeurs-là ont été saccagées, abîmées, qu'un comédien aujourd'hui, il n'a qu'un seul souci, c'est lui-même. Les autres, ils s'en foutent. Sur un plateau, c'est pareil. Que rappeler qu'on peut être une vedette internationale et avoir un souci des autres, une discrétion même, cette manière d'être, rappeler tout ça, je pense que c'est, j'espère que c'est pas inutile. Ce livre, d'ailleurs, a une très belle fin pour ce qui touche à tout ce qui est la transmission. En fin de compte, c'est un livre qui non seulement ressuscite Gérard Philippe, mais le transmet aussi peut-être à d'autres générations. Et alors, en le lisant, j'ai trouvé que c'était la suite logique du livre précédent, le syndrome de Gazan, parce que je me suis dit, mais finalement, il nous accomplissait le même geste, c'est-à-dire d'ajouter à la bibliothèque familiale un récit dans lequel les gens vont puiser. Oui, mais ça c'est des raisons, je dirais, personnelles. Oui, bien sûr, mais comme quand j'écris Olivier ou La chute de cheval. Mais ce que je disais avant sur les valeurs, ça correspond aussi, et ça c'est peut-être pour moi, pour le coup moins intime et plus important, c'est, et peut-être ce qui rassemble tous mes livres, et que vous avez déjà noté plusieurs fois, c'est mon refus et ma détestation de l'oubli. Je pense que, quand on a la chance, qui est la mienne, d'écrire, de s'exprimer dans des journaux ou à la radio, je pense que si on n'a pas œuvré à combattre cet oubli et à faire connaître des gens qui étaient tombés dans l'oubli, eh bien, mon métier n'a pas d'intérêt. Et je pense que une de mes récentes plus grandes fiertés, c'est pas d'avoir écrit tel ou tel livre, c'est d'avoir publié Le Voyant, d'avoir rappelé qui était cet homme que personne ne connaissait, dont les livres étaient invendus et invendables, qui était Jacques Lucéran, qui était le premier résistant lycéen français aveugle. Et donc, mon livre, il a connu du succès. J'ai demandé à ce qu'on réédite ces deux livres, et La Liberté et Le Monde commence aujourd'hui, qui sont devenus ces deux livres-là des best-sellers. Et aujourd'hui, tous les 6 mois, on me demande d'aller inaugurer une salle Lucéran, une rue Lucéran, un collège Lucéran. C'est exactement ce qui m'est arrivé il
il y a 25 ans, quand j'ai publié Jean Prévost, pareil, écrivain, jeune résistant, je le disais, mort au pied du Vercors, totalement inconnu. Et je me souviens encore que quand j'ai fait ce pour Jean Prévost, j'avais dans mon contrat avec mon éditeur demandé évidemment aucun avoir, je ne demande jamais, mais j'avais demandé en revanche que soient réédités au moins 2 titres fondamentaux de Prévost, qui étaient 18e année et la création chez Stendhal. Ces 2 livres-là ont été édités par Gallimard. Mon livre avait eu à l'époque le prix Médicis. Et là, c'est pareil. Je me vois encore partir pour Louviers pour inaugurer une école Jean Prévost. Ce que je veux dire, c'est que les raisons personnelles, c'est quand je m'échine à faire un livre entier sur un enfant de 6 ans qui est renversé sous mes yeux, qui est mon frère jumeau. Évidemment, ça n'a de sens profondément que pour moi. Rendre son prénom à un enfant renversé en 1962, ça fait partie de mes engagements personnels. Quand j'écris La chute de cheval, parce que je ne m'accommode pas de la mort accidentelle d'une chute de cheval de mon père, de 45 ans, c'est un devoir vis-à-vis de moi-même. Mais quand je fais pour Jean Prévost, ou Le Voyant, ou Jean-David de Mirmont, pareil, dans Bleu Horizon, et aujourd'hui Gérard Philippe, c'est pas que pour des raisons personnelles, c'est parce que je trouve que ce qui tue un pays, c'est son oubli. C'est sa fabrique d'oubli. Quand c'était sorti Le Voyant, je n'oublierai jamais, c'était l'année où on faisait entrer Geneviève Anthonioz de Gaulle au Panthéon. Cette année-là, entraient à juste titre des résistantes comme Geneviève Anthonioz de Gaulle. Il se trouve qu'elle était l'inspiratrice du mouvement Défense de la France et qu'à côté d'elle, il y avait Jacques Roussel. Je ne dis pas qu'il aurait mérité sa place au Panthéon, mais oui, je pense qu'il l'aurait, que s'étant déporté à Buchenwald, rescapé des camps de la mort, il aurait eu sa place. Encore une fois, notre métier est souvent critiqué, de plus en plus d'ailleurs, et je comprends très bien. Mais quand on peut l'exercer en sauvant de l'oubli, non seulement des personnalités, mais des valeurs, la résistance pour Lucéran, la loyauté, comme disait Jean Villard pour Gérard Philippe, la bienveillance, ça fait encore plus rire aujourd'hui, eh ben, je pense que écrire des livres a un sens. Mais accepter l'oubli, faire des livres que d'anticipation et cracher sur notre époque, ça, j'arrive pas, et sur les siens encore pire, c'est la grande mode dans la littérature, dans les romans, ça, c'est un truc que je ne comprends pas, mais je pense que nos vies sont brèves, même si on ne vient pas de lire un peu, et si c'est pour ne pas être utile, je ne vois pas la Donc, pour presque finir là-dessus, mais j'aimerais quand même d'abord pour rebondir parce que peut-être qu'il y a des questions. Ouais, bah, on le sent, et non, dans les journaux, à chaque rentrée, c'est de pire en pire, il y a un fléau terrible. C'est les romans qui s'inspirent de la vie d'un personnage célèbre, qui sont en fait qui sont des biographies. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'avant les biographies étaient des biographies, c'est bien, il y avait marqué c'était dans la rangée essais, documents, mais comme maintenant ceux qui font des biographies veulent des prix littéraires, donc ils mettent en dessous roman. Ça ne sert qu'à ça. Pour être sur les sélections des grands prix littéraires, il faut qu'il y ait marqué roman. Si vous mettez essai, vous avez peu de chance d'avoir le concours ou féminin. Et donc, je vois tous les ans paraître effectivement la moitié des livres de la rentrée, c'est des bios déguisés en romans pour avoir un petit relevé. Et je voulais vous demander également si ce livre sur Gérard Philippe était en quelque sorte depuis de nombreuses années, peut-être depuis le début, mais enfin depuis le Prévost, un point d'horizon vers lequel vous tendiez, et
je m'excuse, mais je lis cette phrase qui n'est pas de vous, mais que vous connaissez bien, qui est de Philippe Garcin, votre père, qui écrivait un article, son dernier article sur Peggy. Quand je l'ai relu, cette phrase, je me suis dit, mais c'est exactement, elle pourrait s'appliquer à Gérard Philippe. Il dit l'effort de la probité laborieuse allait de pair chez lui avec la prescience tragique de l'accident qui reprend son nom. Texte dans lequel, texte inachevé, dans lequel il racontait le souhait de Peggy d'avoir une mort bien fauchée qu'il a eu au début de la Grande Guerre. Et texte que j'avais retrouvé c'était juste après la chute mortelle de mon père. J'avais dans son tiroir de son bureau retrouvé ce texte inachevé. Et je trouvais comme Sarbière, ça semble à toute ma vie, hein, il n'y a jamais de hasard, retrouver ce texte, 3 petits points sur un poète qui va être fauché avant de partir en forêt pour mourir d'une chute de cheval. Je trouvais ça effectivement à la fois beau et prémonitoire. Mais oui, c'est vrai que, en fait, j'ai mis du temps moi-même à comprendre que livre après livre au début, là j'étais un peu inconscient, je n'arrivais à écrire que sur des vies brèves. Alors l'explication, c'est comme je n'ai jamais fait de psychanalyse alors que j'étais un cadeau pour la psychanalyse, au début, je n'ai pas compris que je tournais autour de personnages réels qui n'avaient pas vécu au-delà des âges soit de mon frère, soit de mon père. Et puis un jour, j'ai compris qu'effectivement, j'étais devenu, à mon corps défendant, l'écrivain des vies brèves, mais surtout des vies brèves et pleines. Et donc, j'avais évidemment beaucoup j'avais depuis longtemps envie d'écrire sur mon beau-père. Et je pense que j'ai été retenu d'abord par la... Je suis rentré dans une famille, et Philippe, où on ne dit pas les choses. Je trouve que relisez Comme un soupir, c'est admirable d'avoir de beauté du texte. Et c'est comme ça que j'ai rencontré. C'est grâce à ce texte. Mais en même temps, on pourrait ne pas savoir que c'est Gérard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, là, c'était poussé très loin, le fait qu'il ne faut pas... et donc, moi, je n'osais pas. Et puis, de quel droit? Je veux dire que... et c'est en fait, après avoir lu Le Voyant, qu'Anne-Marie m'a fait comprendre que peut-être il était temps. Et donc je lui ai dit, je vais l'écrire. Et elle m'a dit, vas-y. Elle ne savait même pas que j'avais choisi en plus de raconter les derniers jours. Et puis, donc, c'est tellement écrit depuis longtemps que j'ai toujours pensé que c'était même, je ne dis pas que je vais arrêter d'écrire, mais c'était un peu l'apothéose. C'était par ça qu'il fallait que cette galerie de vies brèves se termine. Et puis pour la petite histoire, donc, quand je l'ai eu fini, c'était au printemps dernier, je lui ai fait lire donc avec un contrat moral, avec si tu ne veux pas que ça paraisse, ça ne paraîtra pas. Et je vous demande de me croire, ça allait dans un tiroir et ça disparaissait, en tout cas dans un tiroir. Je n'aurais pas pu publier. Et c'est là qu'elle m'a appelé en milieu de journée pour me dire j'en suis à la moitié de ma lecture, et qu'elle m'a fait frissonner en me disant là où j'en suis de ma lecture, je me dis que mon père va s'en tirer. Et j'ai compris que j'avais au moins réussi quelque chose. C'est que pendant la moitié d'un livre, je donnais à sa fille l'illusion terrible et merveilleuse que peut-être c'était pas totalement perdu.
Puis à la fin de sa lecture le soir, elle m'a dit, c'est là qu'elle m'a dit, bon, il n'a pas retouché, mais qu'elle m'a dit, moi j'ai la conviction qu'il savait, que mon père savait. Et après, pour tout vous dire, vous saurez tout ce soir, je l'ai fait lire à Olivier, évidemment, avec le même contrat. C'est-à-dire le frère d'Anne-Marie. Oui, pardon, le frère d'Anne-Marie. Donc, il a le même contrat moral. Et puis c'est avec les deux que, voilà, que je l'ai envoyé les éditeurs. Parce que ça aussi c'est important, c'est que, évidemment, j'ai eu une discussion assez violente avec hors télé avec Lionel Duroy, qui m'a dit, je ne te comprends pas quand tu dis qu'il te fallait une autorisation. Je disais pas une autorisation. Moralement, je ne pouvais pas le publier si je n'avais pas. Et lui, il me répondait, mais on ne peut écrire que si on assassine ceux. Et toi, il a en gros une idée, alors, toi, mon pauvre, toi, tu sais qu'admirer et. Non, mais c'est important parce que c'est. Enfin, là, je parle au lecteur Nicolas Mouton et pas simplement à l'ami, mais vous savez que c'est pas un mouvement, c'est une tendance très lourde, où on suppose que pour mériter le titre d'écrivain, il faut saccager ceux qu'on aime, ceux qu'on a aimés, ou ceux qu'on pourrait admirer. Et ben c'est ce que m'a dit Lionel Duroy, il l'a dit sur le plateau de l'émission de Bunel. Il m'a dit, comme il était gentil avec moi, il m'a dit, j'aime beaucoup Jérôme, mais là j'en veux dire, oui, puis j'aime beaucoup, lui, il peut écrire de l'admiration, mais lui parle du principe que précisément, il faut non seulement ne pas faire lire, mais surtout ne pas avoir, et qu'il faut que et il a réussi son coup, lui, puisque pour le coup, il a des procès à la clé et une culture définitive avec sa famille. Mais il sera au presse-papier le 18 décembre. Lionel, on était ensemble à l'événement de jeudi. C'est un ami, j'ai accompagné depuis son premier livre, son histoire. Mais c'est une question fondamentale qui nous oppose. Ça n'empêche pas l'amitié, de lire, mais c'est fondamental. Pourquoi je dis que c'est fondamental? C'est que, encore une fois, je me tourne vers Nicolas, mais une rentrée littéraire, c'est 600, 500 bouquins, et il y en a au moins une centaine qui sont consacrés à tuer le père, le frère, la sœur, la mère, la grand-mère, le grand-père, et si possible, même sa propre femme. Est-ce que j'invente, Nicolas? Non, mais, et c'est ce qui marche. En plus, c'est pas terrible. Ça marche. Non, alors, ceci dit, par rapport à Lionel Duroy, dans Le Chagrin, en tout cas, qui est pour moi le grand livre de Duroy, on sent quand même la terreur quand même d'un enfant par rapport à sa mère. Il la démolit, mais en même temps, l'admiration, elle est là quand même. Et par rapport à son père aussi, qui finalement, il assassine quand on lui dit c'est vrai, mais en même temps, on sent l'admiration d'un fils pour son père malgré tout, puisqu'il le suit jusqu'au bout. Et enfin, plus dans Le Chagrin que dans d'autres. Toute son œuvre est consacrée, dans de très grands livres comme Le Chagrin, est consacrée à dire que sa mère était folle, que son père était un escroc, que ses frères et sœurs étaient des lâches. Oui, c'est sûr. Et son œuvre n'est consacrée qu'à ça. Il n'y a pas, quand on entend un roman sur le bonheur de vivre, ou sur le bonheur de vivre, c'est un massacre à la tronçonneuse, et puis prier pour nous, dans les années 90 jusqu'à la fin. Son père, il en est presque mort. Bon. Encore une fois, j'en parle d'autant plus naturellement que c'est un ami et que non, mais c'est un débat qu'on a eu plusieurs fois et sur lequel on est radicalement opposé. Quand je disais que c'était une tendance lourde, c'est parce que c'est vrai que voilà, c'est pas des œuvres comme Lionel, mais bon, je ne dirais jamais le livre de la fille d'Herzog, de Maurice Herzog, alors qu'il était encore vivant, qui était une sorte de... Et voilà. Bref, je l'arrive. En tout cas,
En tout cas, vous aurez un débat intéressant. Non, mais son prochain livre, c'est la. Enfin, son nouveau livre, c'est la grande réconciliation avec sa famille. Je voulais vous montrer. Alors, cela dit, vous savez, c'est intéressant, parce que c'est, en tout cas, c'est une sorte de réconciliation rêvée, dont j'ai appris qu'elle était un peu imaginaire, parce qu'en fait, c'est un vraiment lieu. Mais, là où je suis un peu embêté, pour le coup, c'est par la vie, c'est le critique littéraire. Parce qu'il n'est jamais meilleur que dans le chagrin ou dans la colère. Là, quand il veut faire la réconciliation, quand il veut faire du Claude Sautet, il n'est pas, ce livre-là n'est pas bon, franchement. Il fait des talons cliquants, il fait tout ça, il pousse tout autour d'une table. Non. Là, il est moins bon que le chagrin, c'est livre. Ah mais moi, pour moi, le grand livre de Lionel, c'est le chagrin. Ça pose une question littéraire. Sans mais ça, de toute façon, ça... Mais quand on ferme le chagrin, on a aussi cette sensation-là. C'est-à-dire qu'il a écrit son livre, hein, mais ça, je suis d'accord. Hein. Le chagrin, c'est un livre de 600 pages. Il faut savoir qu'il rassemble tout ce qu'il avait déjà écrit. Parce qu'en fait, on apprend. Ceux qui, comme moi, lisent depuis le début, n'ont pas appris le chose nouvelle. Il le rassemble formidablement. Mais ça montre l'obsession. C'est sa matière, il le dit, de toute façon, il le disait, il le dit toujours. Sa matière, c'est ça. Hein, Peut-être, avant qu'on passe au questionnaire public, j'aimerais bien passer si on a le temps, un petit document qui dure 2 minutes encore, parce qu'on a parlé beaucoup de la mentir, de la maladie, etc. Et on n'a pas parlé de son côté, son sens de l'humour, enfin, certaines espiègleries qu'il devrait y avoir dans son jeu. Est-ce que, si vous en êtes d'accord, je vous passe un petit poème du XVIe siècle qu'il présente lui-même dans qu'il lit dans cette fameuse émission, et vous verrez comme il s'amuse avec ce texte. Et je vous fais passer cette photo que vous connaissez certainement, l'affiche. Qui était une pub faite pour Gallimard. Oui. Absolument. Qui a servi après d'affiche pour des salons du livre, pour des... Et là, on le voit, c'est photographié par Anne Philippe, c'est quelques jours avant sa mort, où il lisait les choses que vous disiez qu'il a notées dans son... D'ailleurs, je ne sais pas vous dire tout à l'heure, mais quand il écrivait dans la marche pour moi, dans 20 ans, je me suis demandé à un moment si ça ne voulait pas dire à lire pour moi dans 20 ans, sachant s'il avait la conscience de... Les annotations, c'est que des annotations de comédiens par rapport à des rôles qu'ils pensaient ne pouvoir acquérir que dans la maturité. Ça, c'est très clair. Non. Un autre poème, Gérard. Oui, un autre poète du XVIe siècle, Marc Papillon de la Frise, qui était un moine paillard, un mercenaire surtout, et qui aimait une nonne. Alors il lui faisait passer des billets doux dans son couvent. Et puis, il faut dire que la nonne a été cruelle et n'a pas voulu de lui. Alors il s'est tourné vers une autre. Et il lui écrivait des poèmes comme ceci. Oh, que c'est chose belle d'être bien amoureux en jouissant de celle dont on est désireux. C'est la douceur naïve et la superlative. Mais l'âge, quel plaisir est-ce d'approcher au matin sa gentille maîtresse, mordillant son tétin, lui donner sur la couche la jolie escarmouche, et sur l'après-dîner la mener dans le bois, puis l'ayant promenée, l'embrasser quelquefois. Quand la dame est vêtue, l'amour s'en est vertu. Lors qu'on a des robes, vêtues richement, le fric-fric de sa robe aiguillonne l'amant, entendant les ramages de 1000 oiseaux sauvages. Là, l'on se baisote, bien mieux que sur un lit. On voit l'amour qui flotte, l'on babille, l'on rit. Et mémé, bine-moi, ma pouponne. Cependant que papa s'en est allé au champ, il ne le sausa pas, il a mené ses gens. Bine-les donc, maman, puis qu'il n'y a pas sonne.
Ayant frayé l'œillet de ta lèvre seule, je me veux regarder en tes beaux yeux luisants, car ce sont les misoires des amoureux enfants. Après, je maudesais ta gorge, ma menonne. Soudain, je lèchesais ton joli étain, puis je chatouillesais ton beau petit tout nain. Maintenant de partout, oh oui, de ma menotte, si tu n'accordes à moi, la pelate garçon, gueucisant mon bobo, accadé, tu es sotte, car l'amour te fait mieux en langage enfant. Oui, il n'y a pas vraiment de mal. Mais je ne l'ai pas, mais je l'ai pas apporté ici, mais il y a un disque où il a enregistré avec un autre comédien des tas de poèmes du 16e dans ce style-là. Et là, ce qu'on regardait à l'instant, c'est une lettre qu'il a écrite en mars 59 du SFA, où il s'en prend à Pierre Dux, qui a déclaré au Figaro qu'il avait qu'un syndicat des comédiens orienté politiquement, c'était déjà un syndicat de trop, enfin, je sais pas quoi, et là, assez fermement, il lui demande bon, c'est pour dire que Million s'il avait encore aussi sur ces questions. Mais peut-être est-ce qu'on peut se tourner vers... Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre? Oui, monsieur. Oui, à propos de l'oubli, donc vous parlez en général, la salle Jean Villard qui est à Argenteuil, elle est souvent écrite Villard avec un S ou Villard avec 2 L. Mais voilà, vous savez que le nombre de encore c'était il y a quelques années à Cogolin, on passe à Cogolin, et on voit partout des écriteaux, Collège Gérard Philippe, 2P. Collège Gérard Philippe, 2P. Je ne dis pas, mais non, mais ça c'est. C'est-à-dire, dites Jean Villard aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est vous pareil. si c'est le fils d'Hervé Villard, ou si c'est. Personne ne sait qui c'est. Quant à Gérard Philippe, la plupart des gens l'écrivent avec 2P, et voilà. Vous savez pourquoi c'est avec un seul P? Et on... Vous ne savez pas? Non, c'est dans Parce le que... livre. Pardon? C'est dans le livre. C'est expliqué dans le livre. C'est expliqué dans le livre. Non, mais je le dis parce que mais tout le monde ne va pas l'acheter, donc c'est cadeau. Hein. Parce qu'en fait, à l'origine, c'est un nom anglais, Philippe, qui a été francisé, et donc Philippe, et c'est surtout parce que Minou, la maman de Gérard, pratiquait beaucoup le spiritisme, elle tirait les cartes, elle était folle de ça, et elle a compris qu'en mettant Gérard Philippe avec un seul P, on obtenait 13 lettres. Et donc elle s'est dit, pour réussir dans la vie, il faut qu'il y ait 13 lettres, donc on va enlever un. Monsieur. Oui, ensuite, je voulais dire à propos du cinéma, peut-être que s'il avait tourné avec Renoir, Carnet, enfin, Grémillon, des réalisateurs qui sont restés après, on verrait peut-être plus. Monsieur il a tourné avec Carnet 2 films. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Il a tourné avec René Clair, qui n'est pas le dernier des cinéastes. Oui, René Clair au fût. Il a tourné avec Buñuel, il a tourné avec. Non, mais c'était pour expliquer, pour voir si ces films, on les verrait plus. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est à propos des comédiens dont vous parlez. Donc vous avez dit qu'ils ne sont pas du même acabit peut-être que le temps de Gérard Philippe. J'ai pensé au travail de Robert Guédiguian et de son travail avec une troupe et de cette troupe de comédiens qui me paraît être de la famille de Gérard Philippe. Je disais 2 choses. D'abord, c'est que l'idée, effectivement, du travail tel qu'il était pratiqué dans ces années-là, pour un comédien, pas que pour lui, est inimaginable. Aujourd'hui, quand vous prenez des vedettes ultra célèbres, elles font le choix du cinéma, mais à condition de ne jamais aller sur les planches. Raphaël Delon et Calais, c'était pas quand même la chose. Pardon? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Mais de nom, vous n'avez jamais sur une scène. Et quand ils en font, jamais ils ne feront 2 ou 3 pièces avec des rôles titres dans la même année. Jamais.
La seconde chose, c'est que quand je dis qu'il n'y a pas tellement de comparaison, c'est que on connaît tous les engagements plus ou moins politiques des uns ou des autres, mais il consacrait son temps ajouté à son travail de comédien. Ce n'est pas le cabis, c'est juste simplement, c'est que cet engagement-là, je ne le retrouve pas aujourd'hui. Maintenant, là où vous avez raison pour l'étudiant. Pour l'esprit de troupe, hein, c'est Oui, un peu comme d'ailleurs, voyez le dernier, qui m'a quand même beaucoup ému, qui est d'un pessimisme sans retour sur l'époque contemporaine. C'est presque la fin, c'est la fin des illusions, c'est la fin du rêve même. Il brade tous ceux dans ce livre, par dépit et par tristesse, tous ceux pour qu'il a combattu, la solidarité, la fraternité, enfin bon, etc. Et moi, ce qui me touche dans ce film, comme dans les précédents, plus dans celui-là qui est encore plus noir, avec une fin qui, à mon avis, même trop noire. Je ne vais pas en parler, pas qu'on me reproche au masque, donc je ne vais pas raconter la fin, mais ce qui est beau en même temps dans ce film, là je vous rejoins totalement, c'est qu'il est un des derniers à avoir des comédiens qui lui sont fidèles et qui ne tournent que pour lui et avec les idées qui sont les siennes. À commencer évidemment par sa femme, Alain Mascaride, mais autour de Gérard Ménard à Taroussa, en passant par les jeunes, la jeune génération. Dans ce film-là, Le Prince Ringuet, ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, pardon, monsieur, mais combien il était bien aujourd'hui? Ah oui, mais. Et puis, voilà, s'il parlait de Gérard Ménard dans la rue, je ne suis pas sûr qu'on se dira. Il a été infirmier toute sa vie. Non? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais il y a des esprits. Bon, il y a des esprits. Mais. Mais l'équivalent, mettre sa notoriété au service de ses causes qui nous dépassent les autres et ses camarades, c'est ça que j'ai du mal à voir se prolonger aujourd'hui, surtout que ces mots-là, précisément, la confraternité, la solidarité, sont un peu battus froid. Oui, bien sûr. Je suis d'accord, mais j'espère en ajouter. Vous parlez surtout pour les grandes vedettes. Oui, c'est ça. Parce que dans les gens plus humbles, il y a quand même des gens qui... Ah non, mais la question a été posée sur les comédiens, quand j'ai évidemment, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait des experts d'humanité. Je dis juste simplement que c'est comme si on considérait que dans le monde du cinéma et du spectacle en général, qu'arrivé à un certain degré de notoriété, il n'y a plus de quartier. C'est ça que je veux dire, c'est tout. Heureusement, c'est en ce sens qu'on peut faire un anti-parallèle entre hier et aujourd'hui. Dans les comédiens qui ont joué quand même, des grands comédiens, très cher, trop cher pour beaucoup. Isabelle Huppert a joué aussi avec Claude Régis. Isabelle Huppert a joué au théâtre avec Claude Régis. Absolument. Elle joue avec des cachets très chers. Donc, de temps en temps. Et puis, si vous permettez, difficile de ne pas voir son nom sur l'affiche. Oui, c'est pas comme ça. Régis, là. Non, mais il y a Valérie Dreyfus. Même les troupes de théâtre au sens où on entendait, il y avait Mouchkine, le théâtre lui-même. Ça semblait être de la partie, mais franchement, aujourd'hui, moi je suis très attristé de voir que c'est un art qui est en train de perdre ses troupes, son esprit, son public. Et franchement, pour moi, c'est une très grande tristesse. Il n'y aura plus de Masque et la plume. Non, mais vous rigolez, mais quand j'ai appris Masque et la plume il y a 30 ans, le théâtre était la discipline majeure. Les gens, je vois encore les spectateurs qui intervenaient pendant les masques théâtre. C'était bon. Aujourd'hui, c'est 30 ans après. Si je devais faire un constat très factuel,
Et d'ailleurs, je peux le faire avec les courriers que je reçois, les mails que je reçois. Après un masque cinéma, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est entre 300 et 400 mails qui tombent dans la boîte. En général, d'ailleurs, vous engueulez, mais bon, c'est la réactivité est immédiate. Après un masque livre, c'est quand même beaucoup, parce que les gens, évidemment, réagissent. C'est pas une comptabilité totalement inventée, hein, 200, 200. Ouais, je parle que de la nuit. Hein. Après un masque théâtre, aujourd'hui. Hein 5-6 mails. En revanche, une dizaine de lettres papier, comme au 18e, qui signent un peu l'âge des spectateurs. Et quand je vais un peu en région, etc., on me dit, mais quand est-ce que vous allez arrêter les masques théâtre non, c'est très cruel, parce qu'effectivement, je raconte une époque où le théâtre était roi, où le théâtre engagé avait pignon sur rue. Aujourd'hui, je vois bien d'ailleurs les jauges de théâtre se réduisent. Sur le théâtre privé, déjà, il est inaccessible. Qui peut se payer 2 places quand on est en couple à 60 euros, 70 euros. Le subventionné existe, mais les jauges ne cessent de se réduire. Le temps des représentations se réduit. Et plein de fois, je ne peux plus faire de masque parce que maintenant, c'est au bout de. Même le retour, je ne peux plus en parler. Au bout de 3 semaines, c'est fini. Donc, on réduit. Ah, nous, n'en parlons pas. Ça se joue 3 jours. 3 soirs, 4 soirs, maximum. C'était récurrent dans le courrier pour se dire un moment. Les gens me reprochaient toujours de parler de pièces qui n'étaient plus à l'affiche. Et donc, maintenant, je ne parle plus que de pièces qui sont en tournée. D'abord, c'est vachement plus voilà, qui tourne. Mais je réduis d'autant aussi l'auditorat, parce que, évidemment, il faut qu'il y ait à Limoges, ou à Lyon, ou à. Bon. Mais je vois quand même cette arme majeure, peut-être pas dépérir, mais enfin perdre ce qui faisait ça. Et voilà, et le cinéma qui rafle tout. Qui rafle tout. Y compris d'ailleurs, parce que c'est pareil, vous parlez de ces lettres à l'ancienne des spectateurs de théâtre, et moi, le courrier que je reçois pour le masque cinéma, à moitié, c'est du 15-20 ans, 15-25 ans, disons. Tout à fait, ce qu'on avait vu là. Et je vois bien que le cinéma est devenu un art transgénérationnel, et que le théâtre, c'est un art de vieux, fortuné, et citadin. Voilà. Et pendant ce temps-là, oui, mais ce qui faisait aussi la force des théâtres, je trouvais, c'était les tournées. Moi, je me vois encore accompagnant Anne-Marie, la femme qui jouait l'annonce d'Anne-Marie de ville en ville dans un car, c'était les tournées Carcenti. C'était formidable. C'était un peu comme quand les cars emmenaient les lycéennes de Lisieux au TNP de Chaillot. Bon, ça c'est fini. Il y a encore des tournées, mais voilà, quelques spectacles à succès. Non, c'est une vraie question d'aujourd'hui culturelle, hein, mais que, évidemment, comme il y a une omerta, parce que personne n'ose, les États n'osent pas en parler, mais je vois bien que ce qui est en train de se passer est triste. Hein. Enfin bref. Excusez-moi, j'écoutais déjà M. Bory, mais je me posais la question tout à l'heure, avant que vous repreniez le masque là, je me rappelle plus Qui l'a mis avant moi? Avant vous. Bah, vous avez eu Pollack et François-Régis Bastide de la création en 1955. Après, Pollack a arrêté assez vite et Bastide a quitté l'antenne quand il est devenu ambassadeur de France à Copenhague en 1982. Et après, il y a eu un intermède de 6 ans de Pierre Boutillier. En 82 et 89. Et en 89, Pierre est devenu directeur des programmes de France Inter. Donc là, on m'a demandé de lui succéder. Donc c'est ça l'histoire. Et je pense être nommé ambassadeur dans quelques temps, donc je vais un peu. Oui, dans tout ce que vous présentez sur Gérard Philippe,
on retrouve une époque, c'est effectivement de la libération, bon, puis le théâtre national populaire, avec une volonté, enfin, comme vous l'avez dit, d'aller vers les classes populaires, d'ouvrir le théâtre aux classes populaires, de faire tout un travail culturel. Bon, là vous avez un peu l'impression de présenter un panorama pessimiste, et c'est vrai que la réalité de ces 30-40 dernières années, de recul en recul, de l'organisation, et dans toutes les catégories de l'organisation et puis de l'espoir, eh bien, a fait que des gens qui ont envie d'aller vers les classes populaires, ils sont beaucoup moins nombreux. Et justement, enfin, bon, il y a vraiment une corrélation entre cette période, les objectifs du TNP par exemple, l'engagement, le destin entre guillemets, à l'image d'une génération de Gérard Philippe, et puis la période donnée qui était incontestablement à la Libération, une période d'organisation, et puis avec tout un tas d'espoirs, même s'ils ont été vite marginalisés et autres. Mais quand on regarde un peu l'histoire, la Révolution russe, regardez au niveau du théâtre, bon, ce qu'elle avait porté comme élément novateur. Enfin, moi je dis simplement cela pour contrecarrer un peu le pessimisme. Bon, on est un certain nombre ici, et ben justement à espérer qu'un jour à nouveau il y aura un élan, et au niveau de l'art, ce même élan. Mais monsieur, je suis. Non, mais c'était sur la question un peu. Vous avez tout à fait raison, sauf que. Moi j'en rêve de ce que vous dites. J'en rêve. Et je ne dis pas du tout que ça va parvenir. Je constate ce qui se passe aujourd'hui. Et si j'ai dit ça, c'est parce que, grâce au masque, j'ai un poste d'observation qui me permet de mesurer l'évolution des choses, c'est tout. Maintenant, je pense que le projet villarien, qui est un des plus beaux projets que j'ai connus, c'est-à-dire aller vers le public et amener ce qu'il y a de plus beau à ceux qui ne savent pas que ça existe. Ça, je trouve que c'est une mission, au sens le plus pur du mot, que je trouve. Ce projet-là, il s'est quand même prolongé année après année. Souvenez-vous, et encore un peu aujourd'hui, de tout le boulot d'Ariane Mouchkine avec le Théâtre du Soleil, c'est un geste que je trouve profondément villarien, magnifiquement villarien, et par les textes qu'elle montre, et par la troupe. Bon, mais voilà, Ariane Mouchkine, elle a plus de 20 ans, et je ne vois pas de nouvelle Ariane Mouchkine. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un. Pardon si j'ai semblé pessimiste, je fais plutôt un constat, mais qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas demain des projets villariens, des nouvelles Ariane Mouchkine, mais il ne faut pas non plus se fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Et oui, mais comme peu de gens en parlent, parce que évidemment, c'est pas les gens de théâtre ne veulent pas qu'on en parle, les critiques encore moins, c'est leur ne veulent pas, mais et que déjà le cinéma maintenant est menacé par les séries, que je vois bien, on m'a demandé l'année dernière de faire un masque qui soit exclusivement consacré aux séries. Et j'ai répondu non, parce que le faire, ça veut dire supprimer le théâtre, supprimer les livres. Bon. Et deuxièmement, parce que je ne suis pas compétent. Moi, je suis un artisan, c'est-à-dire que je n'ai pas d'assistant, je fais le masque, je vais voir les films dont je parle, je vais voir les pièces dont je parle, je lis les bouquins dont je parle, c'est moi qui fais les petites fiches pour lancer les sujets, et je n'ai pas le temps de voir des séries, de voir 12 saisons d'une série et donc j'ai répondu à la direction d'Inter, faites-le mais sans moi. Et c'est là que je leur ai conseillé de demander à un fan de série qui est Xavier Levertor, qui est critique cinéma au masque, et donc ils ont fait l'affaire, il a créé depuis la rentrée un masque série le samedi soir, donc un jour avant, mais cette évolution-là, alors,
moi, vous voyez, je pense que paradoxalement, le livre résiste mieux que le spectacle vivant à l'époque. Moi, on m'avait quand même tous annoncé il y a 10 ans la mort du livre papier. Le livre numérique avait tout saccagé, ça allait être. C'était fini. Je vois bien que les ventes des livres numériques sont dérisoires, que la résistance du livre papier est formidable grâce à des libraires comme le presse-papier, mais voilà, qu'il y a un réseau et ça se maintient, ça dure. Maintenant, je vois bien aussi que quand je prends le train toutes les semaines, il y a plein d'écrans, et je ne vois jamais, entre Paris et Lisieux, un seul livre électronique sur les écrans, je ne vois que des séries. Bon. 99,9%. Donc, et en même temps, le cinéma n'est pas en mode habitat. Donc, ça dépend duquel. Pardon. Ça dépend duquel. Ça dépend. Si le cinéma n'est pas en difficulté, vous dites, ça dépend duquel. Les films à petit budget c'est catastrophique. Les d'auteurs en général. Oui, mais sous la pression entre autres des multiplex et tous ces grands ensembles qui viennent seulement pour faire de l'argent et qui n'ont rien à mettre parfois pour la bonne conscience quelques autres films, surtout si c'est des films qui rapportent un peu, qui sont passés à 4 par exemple. Oui, mais ça je suis d'accord. Et puis, bon. Mais n'empêche que aujourd'hui c'est quand même une vingtaine de films par semaine. Oui, mais ce dont vous parlez, c'est pas spécialement des films d'auteur. Vous allez devant Pathé à Place Clichy, vous voyez des films, c'est incroyable le nombre de gens, des films qui vont durer quelques semaines, qui vont faire 1 million d'entrées, alors qu'aujourd'hui on a quand même à la direction du CNC un monsieur qui a été un grand sponsor. C'est qui le patron du CNC? Il s'appelle, j'oublie son nom. Dominique Boutonnet, comme ça. C'était un des sponsors de la présidentielle de Macron. Et qui dit maintenant, les films en dessous de 50 000 entrées, c'est pas la peine. Donc c'est dramatique parce qu'un organisme qui s'est créé justement au lendemain de 45, le CNC, aujourd'hui est remis en cause dans ses fonctions elle-même, comme le théâtre. De Jean Villard, avec cet esprit, est mis en cause aujourd'hui par un ensemble de systèmes. Et qui fait qu'effectivement, la MJC d'Argenteuil, on en est des gens au TNP, un quart complet. Bon, aujourd'hui, on va parler. Il y avait des comités d'entreprise aussi. Alors, c'était des banlieues rouges. Mais ce que vous dites sur le cinéma n'est pas exact, y compris dans le cadre, quand vous dites c'est intergénérationnel, non, le cinéma d'auteur, c'est principalement des gens au-dessus de 50 ans. Je dirais plutôt plus proche de 60 aujourd'hui. Voilà. Et ça, les chiffres le montrent, malheureusement. Sauf les festivals. Oui. Enfin, là-dessus, on n'est pas opposé, je dis juste que la pratique. Aller au cinéma est totalement dans les mœurs, ce qui n'est plus le cas. Et ça me pose quand même des questions. D'aller au théâtre, c'est plus un geste naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxièmement, encore une fois, j'ai précisé auparavant que je faisais allusion le masque aujourd'hui, c'est 1,5 million d'auditeurs. Podcast ajouté à l'écoute directe. Bon. Moi, je parlais quand je disais un théâtre générationnel, je parlais de ceux qui nous écrivent et donc qui nous écoutent. Et je vois bien que cette peut-être pour voir des, comme vous dites, des blockbusters et tout ça, n'empêche que je vois bien que ça réagit d'abord dans tous les pays, parce qu'il y a beaucoup d'écoute aussi à l'étranger, et dans toutes les générations quand il s'agit de cinéma. Un peu en livre, plus du tout en théâtre. Donc, encore une fois, je parle de ce que je connais, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, je ne sais même pas qui dirige le CNC. Mais je parle de pratique, je parle de curiosité, je parle de passion, et je la sens pour le grand écran, pour les séries aussi, et un peu pour les livres, et plus du tout pour la scène vivante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que au TNP, le principe c'était quand même, au TNP, à Avignon en tout cas, le principe c'était quand même d'avoir des pièces de répertoire
toujours accompagné de pièces de création. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, quand on écoute le masque théâtre, on voit défiler tout le répertoire, mais ça aussi, c'est pareil. Là, je vais aller dans l'autre sens, mais bon, qu'ils soient bien ou mal accueillis, des jeunes auteurs en cinéma, il y en a plein, vous êtes d'accord avec moi. En librairie, Catherine ne va pas me dire le contraire. Donnez-moi des noms de jeunes auteurs de théâtre. Moi, mes masques théâtre, comme je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais? La énième et nouvelle mise en scène d'un Marivaux, d'un Molière, d'un Racine, d'un Corneille, de Bajazet la prochaine, et quand on parle de contemporain, c'est toujours les mêmes, c'est Yasmine Reza qui fait une coupure tous les 2 ans. Mais un art, on ne mesure sa créativité qu'à au poids de ces nouveaux auteurs. Là, quand même, moi, je dis pas mal. Oui, par exemple. Au théâtre de la colline, Wadi Mawad. Peut-être que les auteurs se sont mis aux séries, les jeunes. C'est peut-être là qu'ils sont. Comme aux États-Unis, les écrivains, il y a beaucoup d'écrivains qui se retrouvent à Hollywood à faire une série et des machins. Enfin, je dis ça comme. Enfin, je pense un truc comme ça pour rigoler, mais à moitié. Croyez-moi, il y en a très peu. Très très peu. Excusez-moi, sans parler d'auteurs contemporains de théâtre, par exemple. Vous avez pas cité certains pourtant qui ont tout le monde sur rue, c'est Jean-Marc Lequel, Pomera, Bien sûr. Et bien sûr, les Pomera, son nouveau spectacle qui va monter les gens par on va en parler. Mais encore une fois, je vous parle de l'affiche mensuelle. Mettez-le à ma place. Quand je commence à faire mon programme, parce que c'est moi qui le fais, je cherche, mais il y a un Pomera par semestre. Il y a des théâtres qui sont. Pardon? Non, Wajdi, pareil. Oui, il y a un Wajdi Mawad. C'est pas que ça, vous faites une émission avec 6 ou 7 pièces. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on m'a écrit récemment, parce que j'ai dit ça à l'antenne, et j'ai des gens qui m'ont écrit, mais oui, mais attendez, mais vous avez tort, parce qu'il y a plein d'auteurs contemporains, et ils n'ont pas joué, c'est vrai, mais ils sont publiés. Je dis, mais ça résout pas le problème. Et il y a des éditeurs spécialisés qui publient les pièces, effectivement. Je dis, on les monte où? Ah non, c'est pas monté, mais moi, on peut les lire. Je dis, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Mais c'est qu'on puisse voir. C'est une lettre ou un mail? Pardon? Oui, c'était une lettre ou un mail? Non, Ou un courriel. C'était pour parler français. Ouais, bon. On peut s'en tenir là, vous avez d'autres. Enfin bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce jour.